Nul autre cinéaste n'est encore parvenu à susciter l'enthousiasme et l'admiration qu'a unanimement recueilli dans le monde entier l'œuvre magistrale de ce Léonard de Vinci du cinématographe. Œuvre peu abondante, c'est vrai, puisqu'elle se résume à 8 grands films, mais qui, par sa démesure, par sa puissance, comme par son génie technique, a fait de son auteur l'un des réalisateurs les plus importants de l'histoire du 7e art. Eisenstein a consacré toute sa vie à la carrière cinématographique, à laquelle le prédisposait son sens de l'observation, son talent de dessinateur, son attirance pour les arts plastiques. Toutefois, il avait fait ses premières armes à la scène, au théâtre, où il fut tour à tour décorateur et metteur en scène au théâtre ouvrier, le Prolet Cult, puis assistant de Meyerhold, auprès duquel il mit au point son idée du montage des attractions. Refus des 3 unités traditionnelles, composition d'un spectacle à partir d'éléments divers appartenant au cinéma, et surtout au domaine du cirque, non sans respecter un thème précis, donnant à l'œuvre son homogénéité. Il lui restait donc à prouver sa volonté de renouveau, du moins à l'écran. Il aborda la réalisation avec une invention qui ne cesse d'étonner par tout ce qu'elle dissimule de notes et d'exposés, de schémas explicatifs définissant le contour général des mises en scène, de dessins précisant les types de personnages recherchés, etc. Une méthode de travail quasi scientifique qu'il enseigna à l'Institut des études cinématographiques de Moscou. Mais on se doit d'associer à ces films les noms d'Edouard Tissé, son opérateur, et de Grigory Alexandrov, son assistant. Eisenstein, bien sûr, est bolchevique dans l'âme. Très communiste, très socialiste. Et pour lui, le cinéma, c'est d'abord une forme de stimulant intellectuel euh, et par la force émotionnelle de l'image, la possibilité de se faire l'interprète de la pensée révolutionnaire. Donc, chargé par le prolet culte de composer un scénario pour illustrer la montée de la classe ouvrière, il réalisa en 1925 La Grève, relatant un événement de 1912. Film sans acteur, où apparaissait son goût des mouvements de foule et son désir de s'attacher à la peinture de drames collectifs. C'est une œuvre d'un réalisme agressif qui trouva sa pleine expression dans la scène du massacre final entrecoupé de visions de bœufs égorgés à l'abattoir. Commandé par le gouvernement pour le 20e anniversaire du soulèvement de 1905, il y a ce grand film d'Eisenstein qui s'appelle Le cuirassé Potemkin, et dans lequel apparaît toute la confirmation de cette exceptionnelle maîtrise du langage cinématographique. Ce film, consacré à la seule mutinerie du cuirassé Potemkin, révolte provoquée, je le rappelle, par une distribution de viande avariée, c'est le plus beau film du monde, selon le jury de Bruxelles en 1958, ne fit appel pourtant qu'à des non-professionnels, c'est-à-dire il a fait appel à des marins de la flotte rouge, des habitants d'Odessa, etc., parce qu'il voulait un film qui soit vrai. Dans la même veine de réalisme-socialisme, on peut encore citer son autre film Octobre, en 1928, qui inaugura sa nouvelle théorie en faveur d'un montage intellectuel. Des objets choisis pour leur valeur symbolique, qui sont insérés dans le corps du film. Mais ce poème lyrique sur les 10 jours qui ébranlèrent le monde, dont les grandes scènes restent la fusillade sur la perspective Nevsky et la prise du palais d'hiver, reçut un accueil réservé du public et dut subir en outre quelques remaniements. La ligne générale, qui sortit en 1929, allait marquer la fin de la grande période du muet. Avec cet hymne au renouveau agraire, le cinéaste découvrait enfin un style de montage différent, essentiellement harmonique, usant des valeurs noir, blanc, gris, comme de son. La plus célèbre séquence reste celle de l'écrémeuse mécanique, objet de l'admiration de tout un village. Peu à peu, l'idéologie révolutionnaire s'estompait devant les composantes plastiques.
l'exaltation du pathétique de notre univers euh, se chargeait d'envolées lyriques, préoccupations formelles qui valurent à Eisenstein l'incompréhension du gouvernement russe. Au retour de son séjour en Amérique, où il tourna Que Viva Mexico, dont les Américains d'ailleurs refirent le montage, il dut, en s'adaptant au cinéma parlant, puiser son inspiration à d'autres sources. De la synthèse des diverses formes d'expression artistique naquit alors l'épopée d'Alexandre Nevsky en 1938, véritable opéra sur une musique de Prokofiev. Par-delà cette cantate patriotique, c'est la menace des hordes hitlériennes qui pèsent sur la Russie. Je rappelle qu'on est en 1938, hein, donc c'est un film marqué par l'actualité, même si c'est un film historique. On retrouve alors tout ce qui était la composante des films d'Eisenstein, on retrouve la, le même gigantisme sculptural, la même dimension tragique euh, qui anime ce film, tout comme ça animera aussi un autre film qui va sortir entre 1943 et 1947, qui est Ivan le Terrible, et dont malheureusement il ne verra pas la fin. Enfin, il ne pourra pas l'achever, disons. Tout y est absolument monumental dans ces deux films. Le thème, la lutte acharnée du tsar contre les boyards, les personnages, comment évoquer ce film sans parler du puissant acteur Nikolai Tcherkessov, la mise en scène qui est fabuleuse, le montage polyphonique auquel Prokofiev lui-même prêta son génie. Toutefois, le cinéaste reçut un blâme du comité central et du parti pour soi-disant des erreurs historiques ou idéologiques. Allez savoir pourquoi. Influencé par Griffiths, c'est semble-t-il en voyant Intolérance en 1916 qu'il adopta le montage comme structure inconditionnelle du film. Eisenstein resta toujours soucieux de servir la marche triomphale du socialisme. À travers l'image grouillante et tendre du peuple, puis dans une seconde phase, à travers celle du héros solitaire, défenseur de la grandeur de la Russie, évidemment. En s'exposant par ailleurs à tous les risques, politiques d'abord, techniques ensuite, il a porté à l'art cinématographique l'étonnante démonstration des innombrables possibilités de l'image. Eisenstein, ça reste aujourd'hui encore une référence pour bon nombre de cinéastes. Au revoir et à bientôt.